Nous sommes le 26 mars, vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue. Après Durban, c'est Abidjan qui accueillera la 3e édition de la foire commerciale interafricaine intra-africaine qui se tiendra l'année prochaine, une foire dédiée à l'Afrique pour partager les informations sur le commerce, les investissements et les marchés. La signature de la convention d'accueil s'est faite hier en présence du Premier ministre Patrick Achi. Ils ont passé cette année dans les forêts sacrées du pays Tiambara dans la région du Poro. Ils sont désormais des hommes, ce sont des Kafo, les initiés au Poro, une formation secrète qui fait du jeune Sénoufo un membre accompli de la communauté. Nous avons pu assister à une cérémonie de sortie du bois sacré à suivre dans une vingtaine de minutes. Les chefs d'État de la CEDEAO étaient réunis à Accra, au Ghana, hier, vendredi, pour un nouveau sommet extraordinaire à huis clos. Ils ont examiné la situation au Mali. Les sanctions sont maintenues à l'encontre du pays. La CEDEAO demande de nouveau une transition de 12 à 16 mois supplémentaires pour permettre une levée progressive des sanctions. À l'issue de la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine qui s'est déroulée en novembre dernier à Durban en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire a été désignée pays hôte de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. Hier, vendredi, l'on a procédé à la signature de la convention d'accueil au cours d'une cérémonie officielle, cérémonie présidée par Patrick Achi. Le Premier ministre s'est par ailleurs réjoui du choix de la Côte d'Ivoire. Témoignage Alexis Ouedraogo. L'édition 2023 de la foire commerciale intra-africaine se tiendra à Abidjan. La signature de l'accord d'accueil de l'événement a eu lieu ce vendredi à Cocody. C'est une occasion pour nos opérateurs économiques de montrer la réalité de la transformation structurelle de nos économies par l'industrialisation, de présenter leurs produits et services, de s'engager dans des échanges inter-entreprises B2B, des échanges entre entreprises et secteur privé B2G, de créer des joint ventures et de conclure des accords commerciaux mutuellement bénéfiques. C'est également la vitrine du marché unique africain de plus de 1,3 milliard de consommateurs. À ce rendez-vous où l'Afrique parle à l'Afrique, créer le cadre parfait pour des échanges commerciaux optimaux, bien loin du taux actuel de 16%, et renforcer l'unité continentale. L'IATF est une opportunité pour le continent de réaliser des performances économiques et de construire l'Afrique que nous voulons. C'est aussi l'occasion pour toutes les communautés du continent de se connecter et de conclure des affaires. Et si la Côte d'Ivoire attache une si grande importance à l'IATF, c'est qu'elle l'aperçoit comme un outil stratégique de la ZLECA devant contribuer à accélérer la transformation structurelle des économies africaines. La ZLECA, en favorisant le décloisonnement des marchés africains, va ainsi constituer le moteur de l'accroissement de la production économique en raison de l'existence de marchés stratégiques estimés à 1,3 milliard de consommateurs et plus de 2 milliards en 2050. Avec un taux de 24% contre une moyenne générale de 17%, la Côte d'Ivoire fait partie des pays au taux de commerce intra-africain les plus élevés, gage de son engagement pour une Afrique plus forte et solidaire. Le développement de l'Afrique dépend de la capacité des pays africains à agir ensemble économiquement pour le bien-être et le rayonnement de nos sociétés et la stabilité du continent. Unissons donc nos forces pour y parvenir à travers l'organisation de cet important événement qui réunira non seulement les opérateurs économiques et décideurs africains, mais aussi des investisseurs du monde entier. L'édition 2023 de l'IATF se tiendra au parc d'exposition d'Abidjan et devrait atteindre près de 40 milliards de dollars d'accords commerciaux. C'est le jeudi que s'est ouvert le premier Business Forum entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire. Un Business Forum ouvert ici à Abidjan en présence de plusieurs membres du gouvernement. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie britannique en Côte d'Ivoire qui a donc pour objectif d'accroître le flux d'investissements privés britanniques en Côte d'Ivoire. Le reportage de Cheikh Koné à Boubacar. L'Afrique
dont un bon nombre de pays connaissent des taux de croissance résilients et positifs, est un marché potentiel que le Royaume-Uni ne peut plus se permettre de négliger. Il faut donc, en plus de renforcer la coopération économique existante, repenser son approche et la rendre plus inclusive. C'est l'objectif de ce premier Business Forum organisé à Abidjan. Nous avons organisé ce forum pour qu'il soit dynamique et engageant, pour qu'il réponde aux questions des participants, pour qu'il fasse des liens directs entre des entreprises et pour vous inviter à voir le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'un nouveau œil. Il va donner de compétences et d'engagement positifs pour le long terme. Le représentant du Premier ministre a clairement affiché l'ambition du gouvernement à travers la vision 2030 déclinée dans le PND 2021-2025. Celle de propulser la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec la majorité de la population ivoirienne dans la classe moyenne à l'horizon 2030. Cette vision repose sur 4 objectifs de progrès humain. 1. Multiplier par 2 le revenu par habitant en 10 ans. 2. Créer 8 millions d'emplois en plus d'ici 2030 pour insérer notre jeunesse toujours plus nombreuse. 3. Diviser par 2 la pauvreté en la ramenant à moins de 20% pour changer le destin de millions de familles. Et 4. Améliorer l'espérance de vie de 10 ans en la faisant passer de 57 à 67 ans. Le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire, c'est 427,2 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre 2020 et 2021. Avec cette approche pragmatique, je ne vois pas de raison pour les hommes d'affaires britanniques de ne pas investir massivement en Côte d'Ivoire. En effet, comme l'a indiqué le Premier ministre aux investisseurs américains il y a quelques jours, la langue n'est guère une barrière, car la langue n'a pas de choix à faire parce que l'argent n'a pas de langue. L'autre temps fort de ce Business Forum est la tenue d'un panel de haut niveau qui a permis aux acteurs clés du secteur privé ivoirien et britannique de s'adonner à un exercice de partage d'informations couronné par des rencontres B2B. Le ministre des Transports, lui, est en visite de travail au Maroc pour le renforcement des relations de coopération ivoiro-marocaine dans l'industrie automobile, les transports aériens, portuaires et ferroviaires. Avec le ministre marocain du Transport et de la Logistique, des projets bilatéraux ont été fixés. Walter Amadou Ouattara, reportage. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire est dans une dynamique de modernisation ces dernières années. Les start-up y se sont mises avec des idées innovantes. La plus remarquable en ce moment, le VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Uber, Yango, Hitch et autres entreprises d'exploitation avec des applications digitales sont des structures qui exercent depuis quelques années maintenant, même si leur présence est diversement appréciée par des promoteurs de taxis ordinaires. Ces derniers y voient de la concurrence déloyale. Le ministère de tutelle a donc décidé d'organiser ce secteur. Au mois de décembre 2021, un décret portant réglementation de l'exercice des VTC a été adopté en Conseil des ministres. C'est un document qui est consensuel, qui a été discuté par toutes les parties qui ont été donc identifiés, donc les taxis qui se sont mis en grève, les responsables de plateformes numériques dont Uber, Yango, ainsi de suite. Les négociations et les discussions sont ressorties donc ce texte qui est consensuel. Il y a 15 millions de déplacements à Abidjan. On n'a pas la capacité de transporter 50%. Et donc il y a de la place pour tout le monde. On va continuer à travailler pour que tout le monde puisse travailler selon des règles donc, que le gouvernement donc fixe. Face à la polémique sur la réglementation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le secteur du transport cette semaine, le ministre Amadou Koné fait des précisions sur les conditions d'existence des VTC. Il y en a qui travaillent depuis plusieurs années, qui ont des chiffres d'affaires qui avoisinent les millions de francs CFA par jour. Il faut que cela, donc de façon provisoire, soit agréé. Il y a l'utilisation de données personnelles. L'utilisation de données personnelles est encadrée. Je vais vous indiquer que pour avoir la licence de chauffeur de taxi en France, c'est 80 000
euros. 20 millions de francs CFA, c'est rien pour Yango, c'est rien pour Uber. Mais c'est eux qui payent, ce n'est pas les chauffeurs de taxi qui payent ou les propriétaires de taxi qui payent. Il faut lire les textes. Moi, je veux que nous ayons des entreprises de transport qui puissent faire des investissements, qui puissent recruter du personnel et que ce personnel-là soit respecté. Rassurer que les taxis ne vont pas disparaître, les VTC ne vont pas disparaître, la réglementation qui est prise n'est prise contre personne. Ceux qui font beaucoup de profits devront aussi reverser une partie de ces profits à l'État, au profit de l'ensemble des Ivoiriens. À l'écoute des préoccupations de tous les acteurs et ouvert aux contributions relatives à l'assainissement du secteur du transport urbain, surtout au niveau de la capitale économique Abidjan, le ministre Amadou Koné a annoncé des rencontres et ateliers sur l'application du décret dès la semaine prochaine. Et le Maroc, à lui seul, enregistre 1,16 million de malades de Covid avec 16 056 morts. En Côte d'Ivoire, on a enregistré 10 nouveaux cas de Covid dans la journée d'hier pour 81 690 cas recensés depuis le début de la pandémie avec 796 décès. Les chiffres baissent considérablement et c'est un bonheur pour tous, mais il faut rester concentré et maintenir le cap de la prévention. Continuer à se protéger en adoptant les gestes barrières et en se faisant vacciner. C'est seulement à ce prix qu'on fera partir le coronavirus. Franck Richberman, lui par contre, est arrivé et on l'a accueilli à bras ouverts en Côte d'Ivoire. C'est le directeur général de l'Institut mondial pour la croissance verte et il a été reçu par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. De quoi ont-ils parlé? Godefroy Okambawa nous dit qu'il a été question de la contribution de l'Institut dans la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. La lutte contre les effets du changement climatique et la mobilisation des financements pour une transition verte. C'est l'ambition affichée par l'Institut mondial pour la croissance verte pour la Côte d'Ivoire. En visite dans le pays, le directeur général de l'Institut entend soutenir les efforts du gouvernement dans la promotion de la croissance verte à travers des solutions durables. Nous sommes ravis de continuer la collaboration sur la définition d'un certain nombre de politiques et notre force principale est aussi la mobilisation de financement vert. Nous avons déjà mobilisé près de 7 milliards pour nos autres pays partenaires et nous allons continuer de le faire dans le cadre de la gestion des déchets. Face à l'urgence des défis environnementaux, la mise en place d'un cadre d'action rapide et efficace permettra à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a signé un accord de coopération avec le DJI en février dernier. Et donc, nous sommes dans la phase maintenant de la mise en œuvre des dispositions qui sont contenues dans cet accord-là. C'est pour cela, d'ailleurs, le directeur général est venu pour qu'on puisse parcourir un peu tout ce qui est contenu dans cet accord-là pour passer à une deuxième phase. Et la deuxième phase, ça sera donc la mise en œuvre des dispositions contenues dans cet accord. Créé en 2012 par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'Institut mondial pour la croissance verte a pour but de soutenir les efforts des pays en voie de développement pour une transition vers des modèles économiques durables sur le plan environnemental. L'organisation regroupe plus de 40 pays dans le monde. C'est un reportage de Godefroy Okambawa. Eux sont au nombre de 313 et ce sont les meilleurs planteurs et coopératives d'EVA de Côte d'Ivoire. Ils viennent d'être primés. Ils ont reçu des camions bennes, des tricycles, des motos et autres équipements pour améliorer leur production. Depuis Abengourou, la correspondance d'Herman Niamia. Avec ses 65 000 tonnes d'EVA livrées au groupe Olam Agri-EVA, c'est la coopérative Scope GPH de Bonois qui est le grand vainqueur de la cérémonie Gouassou pour la deuxième édition consécutive. La cérémonie Gouassou est un programme de récompense pour honorer les meilleurs planteurs et coopératives d'EVA qui se sont démarqués par la qualité de leur livraison les 6 derniers mois de l'année en cours. Si nous voulons être un partenariat gagnant-gagnant, on doit récompenser les efforts mis par chaque partenaire dans un relationship. C'est la raison qu'on a fait, c'était la 8e édition des Gouassou. Les origines de cette idée étaient pour regarder comment on a motivé plus les nôtres producteurs qui étaient vraiment notre partenaire. L'excellence malgré le Covid, car pendant cette période, nos valiants Iviaculture ont préservé et livré une quantité de production en qualité. Comme récompense, la coopérative Scope GPH
a reçu un camion benne de 25 tonnes, 2 motos, 150 machettes, 150 couteaux dessaignés et 150 bottes. Quant au meilleur planteur du nom d'Etano Frédéric Assamoa, issu de la ville de Niablé, avec ses 300 tonnes, a reçu 5 machettes, 5 couteaux dessaignés, 5 paires de bottes et un téléphone de dernière génération. Les 4 autres meilleures coopératives ont obtenu chacune un camion de 8 tonnes, quand les 7e, 8e et 9e sont repartis chacune avec un tricycle de 3 tonnes. C'est vraiment le résultat d'un travail de longue haleine et puis c'est aussi à cause du soutien des planteurs qu'on a pu atteindre ce résultat aujourd'hui. Le message que nous avons à l'endroit de nos producteurs, c'est d'abord de leur dire merci et que ce prix est le leur et qu'ils continuent de nous faire confiance, qu'ils continuent de se resserrer autour du conseil d'administration, autour du personnel, pour que pour les éditions à venir, nous puissions vraiment faire. Pour cette cérémonie Guassou, ce sont 350 meilleurs producteurs de VA, dont 33 coopératives et 317 planteurs qui ont été primés. Ils ont reçu 2303 machettes, 2390 couteaux dessaignés, 2250 paires de bottes, 34 kits alimentaires, 11 téléphones portables, 12 motos, 13 tricycles et 5 camions bennes, dont 4 de 8 tonnes et 1 de 25 tonnes. La filière est véhicule en Côte d'Ivoire avec une production de 950 000 tonnes de caoutchouc naturel en 2020, soit 80% du latex du continent, demeure le premier producteur en Afrique et passe désormais du 7e rang au 4e rang mondial, derrière l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam. À ce jour, la Côte d'Ivoire transforme 55% de son caoutchouc. Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. À en croire Victor Hugo, le maire d'Anyama vient de fermer les portes de plusieurs prisons. Hamidou Silla a inauguré récemment 27 salles de classe dans plusieurs quartiers de la commune pour environ 1 millier d'enfants. Reportage Khalil Diomandé dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. La joie sur les visages. Ces élèves de l'EPP Belleville et ceux d'Anyama Gare, RAN Extension Cissé, Blancro et Anyama Sud pourront désormais suivre leurs cours dans des conditions favorables. Le conseil municipal d'Anyama, avec à sa tête le maire Hamidou Silla, inaugure 27 salles de classe. Elles viennent à point nommé selon les bénéficiaires. Le mois, il n'y avait pas cette école. Il était difficile pour nous d'envoyer nos enfants en ville pour aller fréquenter. Merci à monsieur le maire Hamidou Silla, parce que c'était vraiment délicat pour nos enfants. L'objectif, c'est la réussite des enfants. Il faut qu'un maximum d'enfants ici puissent réussir, franchir le cap pour aller dans les lycées et collèges. Outre l'implantation de ces bâtiments neufs, des cahiers et des manuels scolaires sont mis à la disposition des différents établissements pour faciliter la formation des élèves. Le premier magistrat de la commune d'Anyama s'en réjouit. Et notre préoccupation majeure, il faut que tous les enfants à l'âge d'aller à l'école viennent à l'école. Nous sommes un démembrement de l'État de Côte d'Ivoire. Le reste, nous allons nous occuper. Nous faisons ça sous instruction du président Alassane Ouattara, qui a mis les moyens à notre disposition pour construire les salles de classe pour nos enfants. Le coût global des infrastructures mises en place s'élève à plus de 300 millions de francs CFA. Le conseil municipal entend multiplier ce type d'initiatives. 6 autres bâtiments éducatifs sont en voie de finition. Et toujours dans le domaine de l'éducation nationale, une école maternelle vient d'être réhabilitée à Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, région de la Nawa. Ce cadre d'apprentissage des tout-petits est aujourd'hui entièrement rénové grâce à des bénévoles. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. Le bâtiment de 3 classes de l'école maternelle municipalité de Méagui a désormais fière allure. Le cadre est idéal pour ces enfants de 3 à 5 ans pour renforcer leur développement social, personnel et affectif. Cette réhabilitation est l'initiative de l'ONG IVD en partenariat avec les autorités administratives et éducatives de la région de la Nawa. Nous avons été heureux de recevoir cet édifice rénové et cette école est vraiment le creuset de beaucoup d'activités et nous sommes heureux que nous ayons retrouvé cette école pour une nouvelle année avec 2 toilettes. Pour 2022, je crois que le planning d'intervention de l'ONG IVD
est déjà arrêté, il est déjà validé. Donc c'est un planning que nous allons commencer à dérouler, je crois que dans les semaines qui viennent, avec des formations, avec des sessions de sensibilisation, avec des accompagnements. Donc à la création d'activités génératrices de revenus, avec des actions citoyennes, avec des actions d'accompagnement donc au niveau scolaire et dans tous les compartiments de la vie sociale. L'école municipalité du Miyagi est un don de la mairie. La région de la Nawa enregistre plus de 4000 élèves dans l'enseignement préscolaire. À présent, je vous emmène au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Poro, là où l'on trouve des forêts sacrées, des forêts qu'investissent des jeunes pendant quelques années, 7 ans au moins, 7 ans après lesquels ils peuvent être considérés comme des hommes accomplis, des hommes, des vrais, des kafos, des initiés au Poro. Une initiation qui ne se fait pas du tout sans souffrance, mais la grande souffrance laisse place au grand bonheur à leur sortie du bois sacré. Un moment de bonheur, un véritable moment de fête auquel a assisté notre super reporter Ami Sissoko. Quartier Soba, en plein centre-ville de Korogo, dans le nord du pays. Nous sommes à la veille d'un grand événement, la sortie officielle marquant la fin de cette année d'initiation au Poro de plusieurs jeunes. Donc la cérémonie à laquelle on assiste ce soir, c'est la cérémonie qu'on appelle ici le Kafor, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle la fête de génération à Payaka. Donc c'est une cérémonie qui marque la fin de cette année de formation dans le bois sacré qu'on appelle communément le Poro. Et à la fin de cette année du labeur de formation, on a ce qu'on pourrait appeler dans le système académique la graduation, qu'on appelle le CAFOR, donc la certification de fin de formation. Et donc ce soir-là, ils sont allés au bois sacré où celle qu'on appelle Kacheleo leur a donné enfin l'autorisation de commencer les festivités liées au CAFOR. Donc ils ont fait sortir ce qu'on appelle le bœuf, là qu'on allait déposer quelque part dans un endroit sacré. Et ça c'est une partie sacrée qu'on ne filme pas. Donc après ça, chacun rentre en famille pour saluer, pour annoncer la bonne nouvelle aux parents. Et ce soir, les initiés vont prouver à leur famille qu'ils sont des nouveaux accomplis. À travers cette queue, vous pouvez prendre la parole en public. On peut vous donner la parole lors des assemblées avec les vieux et autres. Ça signifie que tu es un homme accompli. Face à leurs aînés, leurs mères, compagnes ou sœurs, ou même de simples curieux, les initiés liés désormais par leur appartenance au bois sacré expriment leurs émotions à travers chants et déclamations poétiques. Les chants sont destinés à exprimer tout ce qu'on a vécu dans le Poro. Dire que moi j'étais par exemple dans tel poste, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais à partir d'aujourd'hui c'est terminé. Plus ça, plus de souffrance, plus de corvée, plus d'amende, plus de marche de longue distance, c'est la fin. C'est une action de reconnaissance envers différents mentors. C'est le principe du CAFOR. La sagesse, le respect, le droit d'aînesse, ça t'apprend beaucoup de choses. La discipline en gros. Le lendemain, c'est le grand jour. Chaque grande famille se prépare à la célébration de ses nouveaux initiés. Dans cette concession, un remue-ménage. Les femmes s'affairent et sont l'objet de toute attention. Les cafocons, bichonnés et maquillés. On s'évertue à leur donner une apparence féminine. Ils seront habillés des morceaux de tissu portant leur nom et celui de leur mère. Les cafocons arrivent en rang serré. Un tour d'honneur dans la concession familiale, puis c'est le départ vers la grande parade de tous les initiés au quartier Koko. Dans ce temps-là, il a fait beaucoup de choses. On a fait les funérailles plus même. Donc, s'il pleut là, les vieux nous ont appelé, allez-y, à funérailles, on va aller faire funérailles là. Donc, on va se retrouver encore. Donc, après, dans 2 jours, on va nous appeler encore, il y a un autre funérailles. Dans la pluie là, on va taper le pot dans la pluie là. Donc, on a tout fait ça.
Des initiés heureux, ces jeunes font allégeance à leurs aînés. Le respect, la porte d'entrée à l'âge des responsabilités. La jeune génération, il ne faut pas qu'ils oublient la culture. Ils doivent s'attacher et s'approcher de ceux qui sont plus âgés pour apprendre. Et surtout, tu veux respecter les vieux. C'est important, ça paye. Le père que tu vois comme ça, là, on l'appelle Moussa, mais son nom d'emploi, c'est là. Mais nous que tu vois comme ça, on a fait 7 ans dedans. On est trop fatigué, on ne dort pas la nuit. La journée, on ne dort pas aussi. Donc c'est pour ça que la joie qui est arrivée aujourd'hui, là, on est trop content pour ça. Cette année de formation, la place est faite pour une prochaine génération, un pont entre les cultures qui séduit visiteurs et institutions. C'est quelque chose que tu dois voir de toi. Nous voulons faire de ça un produit d'appel touristique, permettre à ce que, à l'image de la Bissa et de Grand Bassam et du Popo Carnaval de Bonois, vraiment les visiteurs, les touristes puissent venir voir ce qui se fait de beau au niveau de la culture sénoufo. Le sénoufo étymologiquement est chasseur cultivateur athée. Et le poids sacré régule la vie du sénoufo. Le bois sacré, c'est ce qui régule. C'est une école, c'est une formation, c'est une manière de vivre, c'est un comportement. Le CAFO, le rendez-vous s'achève. Ces rites colorés et ces moments d'interdit qui se renouvellent comme une richesse particulière du patrimoine culturel sénoufo. Une autre vie commence pour ces initiés, désormais des adultes. Le sentiment du devoir accompli, ils peuvent regagner leur demeure respective. La fête se poursuivra jusqu'au bout de la nuit. L'initiation au poro, valeurs et symboles de cette année de formation, un magnifique reportage d'Ami Sissoko à voir et à revoir sur toutes nos plateformes digitales. L'Association des jeunes intellectuels de Songon-Agban entend contribuer au développement des villages de Songon. Les membres de l'AGISA se sont entretenus récemment avec les femmes de Songon-Agban exerçant dans divers secteurs d'activité. Il était question de les instruire sur les opportunités afin de développer leurs activités. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Elles sont pour la plupart gourous, malinqués, ébriées, œuvrant dans le commerce, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Ces femmes des villages de Songon-Agban font face à des problèmes. On a besoin d'aide pour pouvoir subvenir à nos besoins. On a les idées du moins, mais il manque les moyens. Outre ces obstacles, l'absence de soutien des partenaires au développement. Fort de ce constat, les responsables du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en charge des associations et des groupements féminins, rencontrent ces femmes. Objectif, les organiser et les former afin de booster leurs activités. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer aux femmes de Songon de se mettre ensemble. Parce que le ministère voudra les aider. La direction de la promotion de l'entrepreneuriat, issue du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, veut bien les aider. Mais si elles ne sont pas ensemble, si elles ne mènent pas une vie associative, il sera difficile de leur apporter l'aide qu'elles attendent du ministère. L'initiative est portée par l'Association des jeunes intellectuels de Songon-Agban, AGISA. Ces jeunes natifs de cette localité s'engagent aussi à accompagner les actions de développement du président de la République. Dans la zone de Songon-Agban ici, l'activité principale du mari de ces femmes-là, c'était les travaux champêtres. Et aujourd'hui, vu le développement de Songon, ces plantations ont disparu. Donc on a bien voulu, avec le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, pouvoir nous aider, pour organiser ces femmes en association et leur permettre d'avoir des activités stables. L'AGISA, mouvement proche du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ambitionne d'améliorer les conditions de vie des populations des villages de la commune de Songon.
Et je vous le disais en titre, les chefs d'État de la CEDEAO étaient réunis à Accra au Ghana hier vendredi pour un nouveau sommet extraordinaire à huis clos. Ils ont examiné la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, 3 pays théâtres de coups d'État militaires. Les sanctions sont maintenues à l'encontre du Mali. Les chefs d'État demandent de nouveau une transition de 12 à 16 mois supplémentaires pour permettre une levée progressive des sanctions, tandis que le Burkina Faso et la Guinée se voient fixer des ultimatums. La Guinée a jusqu'au 25 avril prochain pour que soit présenté un calendrier acceptable pour la transition. Menace de sanctions également pour le Burkina si Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas libéré de sa résidence surveillée d'ici jeudi prochain, le 31 mars. Merci de nous avoir suivis et à demain dimanche, toujours sur RTI.